Bonjour Arnaud et merci de nous avoir rejoints aujourd'hui sur Risk Intel pour traiter du sujet la nouvelle conflictualité à l'heure du numérique, digitalisation de la menace, risques et opportunités. Pouvez-vous en quelques mots nous expliquer un petit peu votre parcours, mais également ce qui vous a amené à travailler sur les questions de conflictualité et numérique? Bonjour Yasmine, d'où je viens? Moi je suis un pur officier de marine, je viens de quitter le ministère des Armées après quasiment 40 ans de service. Ce qui est intéressant, c'est que je viens du cœur de métier. J'ai été plus de 15 ans embarqué, j'ai commandé plusieurs navires. Et puis, comme j'ai été comme tout officier de marine, nous sommes ingénieurs, donc nous sommes amenés à avoir une dominante technique au fil de notre carrière. Donc moi, ma dominante, assez rapidement, ça a été les télécoms, notamment les télécoms par satellite. Puis ensuite, j'ai alterné des postes à Paris dans le domaine du numérique et des postes embarqués. Dans le domaine du numérique, des télécoms, je suis passé au renseignement, au traitement de l'information. J'ai terminé comme DSI de la marine en 2006. Et puis j'ai eu la grande chance d'arriver à l'état-major des armées au moment de la sortie du livre blanc 2008, où on demandait au chef d'état-major des armées de déployer une capacité de lutte informatique offensive en soutien des opérations. Et c'est comme ça que j'ai été responsable du projet de création des capacités militaires de cyberdéfense des armées. Puis assez naturellement, j'en ai été le premier officier général et le premier com cyber de 2011 à 2017, où j'ai été amené à conduire un certain nombre d'opérations dans des contextes un peu compliqués de contre-terrorisme. Et puis après, on m'a demandé de devenir directeur général des sites du ministère et de les transformer en la direction générale du numérique. Donc orchestrer tout ce qui était la transformation numérique des armées. Donc après avoir pendant des années défendu les données du ministère et attaqué ceux de nos ennemis, j'ai dû apprendre à les ouvrir, les partager, et voilà, puis à traiter avec beaucoup de choses comme l'administration ministérielle des données et surtout de plus en plus avec les compétences. Voilà très rapidement quel est mon parcours. Merci Arnaud pour cette réponse. Qu'est-ce que l'asymétrie numérique selon vous et sur quel type de conflictualité a-t-elle réellement un impact aujourd'hui? Moi, je pense qu'il faut revenir à l'essentiel et considérer que le numérique aujourd'hui est un espace comme un autre. Donc le numérique n'est pas quelque chose d'original et toute la conflictualité qu'on voit se déployer dans le numérique, eh ben, dans l'histoire, on l'a connue. La conflictualité dans le domaine maritime est très comparable, la guerre urbaine, la guérilla. Donc c'est un nouvel espace qui vient s'ajouter au nôtre. Et je trouve que cet espace est en fait assez comparable au domaine maritime qui s'est structuré à partir du XVIIIe siècle. Pareil, on a vu aujourd'hui des grandes compagnies des Indes, les GAFA aujourd'hui. On a vu une piraterie qui est devenue galopante dans le domaine maritime et quand elle était devenue insupportable par les nations se sont entendues pour la réguler. Et puis c'est un espace dont la souveraineté est à géométrie variable, comme le maritime, le fond des océans c'est du bien commun. C'est pas les mêmes choses que le terrestre, et puis on ne sait pas trop bien ce qui se passe dans les fonds abyssaux, un peu comme le dark web. Donc il faut revenir à des choses que l'on a déjà vécues et qui permet du coup d'avoir moins de focalisation, moins de ne pas s'auto-centrer sur cet espace, puisque de toute façon l'espace numérique comme les autres espaces servent à nourrir, à engranger l'activité humaine dans notre environnement. Et quand on parle de notion de guerre, la guerre est totale, la guerre est globale, ça a été décrit depuis des années, et le numérique ne fait que rajouter un champ de conflictualité avec toutes ces règles à ces domaines. Si on revient un tout petit peu en arrière, on voit que cette bascule a eu lieu vers les années 95. Et ça tombe bien, ce moment on célèbre la mort du président Giscard. Le président Giscard a été celui qui a porté en Europe, au niveau politique, la télématique. Et quand on regarde l'histoire du numérique, en fait, il y a un peu un combat entre une télématique très portée dans les 90 par les grands opérateurs télécoms, et face à quelque chose qui est venu des États-Unis, qui était déjà digital, qui était sur le partage et sur l'informatique. Et en quelques années, l'informatique a comment gagné, l'Internet s'est déployé, et l'Internet est vraiment le début de cet espace numérique dérégulé, où tout le monde peut parler à tout le monde avec un peu de messianisme américain derrière en croyant que ça allait apporter de progrès. C'est ça le mouvement, et c'est à ce niveau-là qu'il faut placer la réflexion et pas du tout dans la partie cyber ou quoi, à trop bas niveau, pas dans le tactique, vraiment dans le stratégique. Comment cet espace a évolué? Moi, j'étais témoin et acteur. 2010, c'était des révélations sur les grandes affaires d'espionnage où on accusait la Chine.
très amusant, un dialogue au plus haut niveau entre la Chine et les États-Unis. En parallèle, quand on lançait des projets informatiques, il fallait faire des projets les plus gros possibles parce qu'on voulait utiliser l'informatique pour réformer les organisations. On s'est aperçu que là aussi c'est un échec. Le dernier rapport de la Cour des comptes pour nous le montre. Et puis moi, que j'ai vécu dans ma chair au sein du ministère des Armées, montre que ces grands projets, de toute façon, ne sont pas maîtrisables. Quand on revient dans d'autres affaires, on se retrouve ensuite à 2013-2014, on voit Stuxnet. Stuxnet, c'est un lanceur de missiles de croisière qui est rentré dans le plus profond de la nation iranienne. Et en même temps, on avait les révélations Snowden, très intéressantes. Snowden a montré deux choses. Un, du jour au lendemain, le niveau d'espionnage réalisé par les États-Unis a été mis sur la table. Donc les États-Unis se sont retrouvés de position d'accusateur en accusé, mis au banc, vraiment tout le monde est vrai. Pour les différentes entités un peu observateurs, on s'est pris conscience de la façon dont le renseignement américain était industrialisé. Donc pas tellement que la NSA espionne ses amis, un service de renseignement c'est fait pour espionner, mais l'industrialisation et le niveau d'avance que les Américains avaient pris, je pense que c'est ça qui pour les services de renseignement a été le plus gros traumatisme. Et puis dernière chose, c'est la rentrée dans le jeu des Russes qu'on n'entendait pas parler. Et puis là, à partir de 2014, le dialogue, c'est Russes, Chinois, Américains et les Européens toujours aussi à côté de l'armée. 2015, autre chose, là c'est la propagande, l'utilisation du net pour de la propagande, mais une utilisation orchestrée, c'est pas sur les idées, c'est comment j'utilise le monde occidental informatique pour que moi, Daesh, j'en fasse mon sanctuaire numérique. Comment Daesh arrive à héberger toutes ces données quasiment dans le cœur de nos GAFA. Il a fallu quelques années pour réagir, mais ça montre bien que l'espace numérique est global. Et en parallèle, dans la suite des affaires de Daesh, c'était l'influence russe, supposée russe, sur les élections, avec le début des affaires de révélation de fake news. Il continue à défrayer un petit peu la chronique. Et puis bon, voilà, puis en même temps, 2015-2016, on a vu commencer à arriver des choses sur lesquelles on tirait les sonnets d'alarme depuis longtemps. C'était que l'attaque informatique n'était pas faite que pour voler les données, mais que l'attaque informatique, on pouvait saboter. Donc avec à la fois des grandes affaires de DDoS, de saturation par attaque massive, qui dans certains endroits, en utilisant des objets connectés par de l'attaque massive, ça a fait tomber des pans entiers de l'Internet, donc des plaques nationales, notamment c'était au Vietnam, et puis l'arrivée des cryptolockers qui sont une forme de prise d'otage informatique des entreprises et qui aujourd'hui sont totalement galopantes. Et puis 2020, le télétravail, il n'a pas vu, quand on écoute mon camarade Guillaume Poupard, d'augmentation significative du nombre des attaques, mais un changement extrêmement rapide du type d'attaque, une adaptation extrêmement rapide des hackers, et des hackers qui sont devenus de plus en plus professionnels, de plus en plus bons en technique, et combinant de plus en plus des actions dans différents domaines, alors que ça c'était plutôt l'apanage, je dirais, de groupes organisés. Quand vous prenez l'attaque contre TV5, il y a eu trois choses le même soir. Une revendication d'un groupe soi-disant djihadiste qui n'avait jamais existé, qui n'était pas un vrai groupe djihadiste, du vol de données annoncé disant que ces données contenaient des données du personnel militaire qui était à bord du porte-avions, et puis une attaque bien maîtrisée contre TV5. Donc il y avait vraiment une coordination pour lancer un message à l'État français. Voilà, donc dans ce domaine-là, avec tout cet environnement, il y a des actions très asymétriques qui sont conduites par des petits groupes, et l'espace numérique s'y prête tout à fait bien, puisque c'est un espace où il y a une espèce de brouillard, où on peut agir sous une forme de guérilla. Et dans une guérilla, comme dans la guerre urbaine, on sait très bien qu'on mélange entre ceux qui sont dans la criminalité, puis qui sont aussi des contestataires, des libertaires, puis au milieu, il y a les services, et probablement les partisans qui jouent, donc toute l'arnaque, toute la continuité. Et je pense que la différence par rapport à notre espace, c'est dans un autre espace, on peut parler de continuité. Par contre, dans l'espace numérique, il y a pénétration, interpénétration par tous ces groupes, puisqu'ils finalement ils utilisent les mêmes outils, et ils agissent assez vite. Merci Arnaud pour cette réponse. Nous allons passer à la troisième question de cette interview. Cette asymétrie numérique représente-t-elle un risque pour les États ou une nouvelle opportunité de créer de nouveaux rapports de force et ou de favoriser les entreprises nationales ?
J'aurais tendance à répondre oui à l'ensemble de ta question, mais je pense qu'aujourd'hui c'est surtout le facteur risque qui est en premier. Et tout à l'heure on parlait de guerre conventionnelle, secrète, économique ou militaire. La guerre est globale et elle sert à servir les intérêts de suprématie des grandes puissances. Donc les enjeux que l'on voit dans l'espace numérique sont à peu près les mêmes que dans les autres espaces. Et si dans les différents espaces la situation se cristallise, on aura une traduction extrêmement forte dans l'espace numérique. Et c'est un domaine, comme je le dis tout à l'heure, qui est un petit peu gris, dans lequel on peut se déployer avec beaucoup de discrétion, dans lequel l'attribution d'une attaque est toujours quelque chose de délicat à faire. Et en particulier, l'attribution d'une attaque n'est pas forcément dans le même tempo que le tempo politique. Typiquement, on constate une attaque informatique, on en constate les effets, et il faut plusieurs semaines, voire du temps, de l'analyse, du renseignement pour se dire, avoir une intime conviction sur de qui ça vient. Et en même temps, les responsables politiques ne sont pas dans le même tempo. Leur nation, la nation à côté, les organisations internationales vont leur demander de se prononcer extrêmement rapidement. Donc c'est pour ça que l'attribution d'une attaque est toujours un discours, quelque chose de compliqué, et toujours une décision. Ça sera toujours pour moi une décision politique. Bon, est-ce que c'est un risque majeur aujourd'hui? Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui est challengé, c'est la puissance entre les différentes nations, les organismes non gouvernementaux, les GAFA ou ainsi de suite. Et on voit dans cet espace global, et moi j'aime bien le comparer, j'aime bien le comparer à la mer parce qu'on ne gagne pas la mer, on ne gagne pas une guerre en mer. Mais par contre, on peut perdre une guerre à partir de la mer. Et c'est ce que Napoléon a subi, ou encore ce que les Allemands ont subi avec la guerre de l'Atlantique. Une nation peut être mise à plat par des attaques informatiques. Son économie peut être ruinée, ses entreprises peuvent être neutralisées. Mais d'un autre côté, in fine, l'occupation, la vraie guerre, se gagnera dans l'espace réel. Donc le modèle est challengé, puisque d'un côté, on a des GAFA, des grandes, qui ont quasiment des PNB ou des PIB de nations moyennes, et avec lesquels il y a des enjeux de puissance et dans lesquels les États vont devoir retrouver une certaine forme de régulation, de coopération, et qui passe à la fois par l'impôt, qui passe par des emplois dans le pays, qui passe par respect du droit du pays dans lequel ils sont. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui dépasse totalement la seule conflictualité. Est-ce qu'on est dans du rapport économique, dans du rapport culturel? Donc tout est un petit peu mélangé. Et de l'autre côté, parmi les dossifs, on a des dossifs dans lesquels les États sont très mal armés pour arriver à les neutraliser, face auxquels ils sont relativement impuissants. Donc ça challenge effectivement complètement la place de l'État dans ce domaine-là, et aussi la compréhension du numérique par nos gouvernants, qui sont de nature différente. Moi, il y a des choses qui me choquent beaucoup aujourd'hui, c'est tout le monde parle de numérique. On parle beaucoup de start-up, sans prendre en compte le fait que pour qu'une start-up soit bonne en numérique, il faut qu'en dessous, elle ait tout un socle qu'on appelle en jargon le socle IT, c'est la 5G, c'est surtout le cloud, c'est les algorithmes, et toutes ces choses-là, les politiques ont beaucoup plus de mal avec. On sait très bien arroser d'argent les startups, par contre on a beaucoup de mal à faire émerger des grands acteurs qui viennent un peu challenger les GAFA. On a des choses comme OVH, Squell, mais c'est bien le moment où il faut les aider, parce que faire du numérique sur un socle qui n'est pas lui-même souverain, ou du moins qui respecte un certain nombre de règles, c'est quelque chose où on bâtit sur du sable. Donc une nouvelle opportunité au crédit du rapport. Donc c'est là où on voit la partie effectivement nouvelle opportunité, et avec le rôle de l'État de recréer un marché. Moi je crois beaucoup au marché, je ne crois plus du tout à l'accompagnement de grandes sociétés par l'État comme on a pu l'imaginer avec le premier plan sur le cloud souverain, où finalement les sociétés se retournent et demandent à l'État des subsides, du fric, et ne jouent plus leur rôle de propre investisseur. Aujourd'hui, les grands acteurs du numérique français qui se sont construits loin de l'État. Quand on regarde le succès d'un OVH et d'un Squell, ils ont été c'était des vrais entrepreneurs. C'est pas l'État qui les a aidés. Maintenant, il faut que l'État les... Donc c'est pour ça que je crois au rôle de l'État dans la réglementation, dans la loi, mais pas trop dans l'ingérence dans les sociétés. Et au contraire, les grandes sociétés proches de l'État, vous reprenez les affaires de cloud souverain, ça a été un échec, puisqu'on est dans une espèce de dialogue
où, comme on est dans un pays qui est très centralisé, l'État va vouloir réguler, organiser, tout organiser, et de l'autre côté, la société va dire ok, tu m'organises, mais va tendre la main en attendant des revenus qui ne sont pas, et tout ça, de toute façon, ça ne prépare pas sur le marché, et ça ne prépare pas à l'échelle de l'Union européenne, parce que le numérique avec un certain niveau ne peut être conçu ou ne peut s'épanouir qu'au niveau du marché de l'Union européenne, c'est plus au niveau du marché français que ça peut continuer à se... Donc c'est à la fois aujourd'hui, effectivement, là où on a une opportunité, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour l'ouvrir. Il y a 2-3 ans, je pense, pour la France, l'Europe, l'Allemagne, arrivent à retrouver une certaine autonomie stratégique dans le numérique, après avoir quasiment tout raté depuis les années 70, le plan calcul, la télématique, les suites collaboratives, le programme de Microsoft, c'est le moment où je pense qu'il y a quelque chose à faire, mais je crois qu'il faut revenir sur l'histoire. Moi j'ai relu le rapport de Valéry Giscard d'Estaing fait par l'AMIC sur la télématique. Il est extraordinaire ce rapport, il y a tout dedans. On emploie aujourd'hui exactement les mêmes mots. Et on s'est fait balayer, peu de temps après, l'Internet a balayé la télématique alors que tout avait été vu, mais sur une façon trop centralisée, avec un rôle trop important de l'État. Et c'est la seule chose, moi, qui me fait un petit peu peur dans Gaia X, c'est que finalement, on ne laisse pas les acteurs européens, il faut les aider par la réglementation, par du marché, mais pas par de l'orientation. Voilà à peu près ce que moi je pense avec mon recul. C'est bon. Merci Arnaud. S'agissant des entreprises, sont-elles des victimes civiles de ce nouveau type de conflictualité ou des acteurs? Ok, Bernard. Bon, aujourd'hui, un grand nombre d'entre elles sont des victimes, mais j'aime pas le terme victime civile parce que victime civile supposerait qu'il y ait une guerre. Donc il y a un domaine qui est en concurrence. Il y a une concurrence entre les entreprises. Mais c'est avec ceux qui attaquent les entreprises, c'est pas leur concurrence, ce sont simplement des malfrats. Aujourd'hui, c'est des malfrats, des gangsters, des mafias. Et les mafias se sont très bien adaptés à ce nouvel espace du numérique. Sont devenus professionnels et puis ça rapporte beaucoup, il y a moins de risques que le trafic de drogue. Donc c'est simplement, ils se sont repositionnés totalement sur ce paysage. Donc je voudrais pas, l'erreur, ça serait de se dire, c'est une guerre, donc, et derrière toute attaque en crypto-locker ou ainsi de suite, c'est un État, c'est la gouvernance. Non, c'est, je veux dire, l'expression de la criminalité normale, organisée, dans ce nouvel qui est complètement dérégulé, que mon camarade Guillaume Poupard appelle le Far West. Donc, victimes, oui, victimes, comme ils sont victimes aujourd'hui d'un incendie ou de choses avec des coûts et des effets qui sont effectivement probablement aussi dévastateurs qu'un incendie ou qu'une grande explosion, rappelons-nous AZF ou ainsi de suite. Donc c'est aussi des victimes qui étaient bien souvent, dans beaucoup de cas, extrêmement naïves. Moi je rappelle que quand on a commencé à faire de la sensibilisation entre les années 2012 et 2014, c'était pitoyable. Pour ça que la DSI avait sorti beaucoup de choses sur l'hygiène informatique, parce qu'on était là, reprenons les gestes de base d'hygiène informatique. Et beaucoup d'entreprises ont mis quand même du temps à se réveiller, du temps à structurer tout ça. Mais il faut bien considérer aussi que il y a tout un besoin d'éducation des collaborateurs pour avoir des comportements vigilants dans l'espace numérique. La cybersécurité n'est pas que l'affaire du RSSI. Je veux dire, aujourd'hui, quand on veut attaquer une organisation, on a toujours besoin, à un moment donné, d'une complicité voulue ou non voulue interne. Il y a besoin de quelqu'un qui clique, il y a besoin de quelqu'un qui accepte, il y a besoin de quelqu'un qui mette une clé USB à l'endroit où on n'a pas le droit de la mettre. Voilà, donc il y a toujours... Donc la première tâche de toutes les entreprises, pour éviter d'être victime, c'est la prévention. C'est comme dans l'incendie. On ne peut pas ne pas prendre de mesures contre la prévention, contre le Covid, et se dire dans l'espace numérique, c'est pas moi, je ne fais rien, et c'est la responsabilité de l'État, et que l'État aille attaquer les mauvais hackers. Ça me fait assez rire d'entendre dire aujourd'hui que c'est les militaires du ComCyber qui devraient aller défendre les entreprises, même les entreprises de droit totalement privé, qui ne veulent pas que l'État réglemente. Donc il y a là aussi, c'est un espace. Donc, la lutte contre la criminalité dans l'espace, ça commence par fermer les portes de chez soi. Numériquement, ça se fait de façon différente.
Et après, mais je pense qu'il y a un volet extrêmement culturel qui doit remonter de plus en plus au niveau du COMEX, qui est que il faut éduquer les collaborateurs à la vigilance, il faut éduquer les collaborateurs à bien comprendre ce qu'est le numérique et comment ça change totalement le paradigme, comment dans le numérique les frontières ou les murs de l'entreprise sont de nature différente, et puis ne pas être naïf, puis aller en allant un tout petit peu plus loin. Il ne faut pas que ces attaques fassent aussi oublier que beaucoup de pertes aujourd'hui sont dues aux fuites de données internes par du personnel des entreprises. C'était quelque chose qui était caché mais qui existe. Puis troisième chose, c'est le plus grand casse, je pense, qui est de ne pas comprendre que quand on va mettre ces données chez un partenaire qui est sous un cadre extra-exterritorial français, eh ben on les donne à une autre nation ou on les donne à d'autres partenaires. Et que le modèle des grands partenaires avec qui on s'associe, les GAFA dans le cloud, leur modèle, c'est de capitaliser sur vos données. Donc, pour l'entreprise, je veux dire, il y a 3 prédateurs. Il y a le prédateur cybercriminalité, il y a les fuites internes, et puis il y a ceux avec qui on passe des accords en croyant qu'on vend la technologie, non, alors qu'on passe un partenariat de longue durée et qu'on lui donne un droit de regard sur nos propres données. Donc là, il faut effectivement qu'un COMEX réagisse un petit peu selon ces 3 axes. Voilà. Pour passer à la dernière question de cette interview, comment se prémunir face aux nouvelles menaces numériques et quels sont les échelons pertinents? Par exemple, peut-on faire confiance et faire équipe avec nos partenaires européens ou d'autres puissances? Voilà, là, il y a des réponses qui sont à plusieurs niveaux. Face à un crime qui effectivement transcende les frontières, la réponse ne peut être que par la recherche de partenaires. Ce n'est pas la France qui toute seule peut travailler. Donc face à cette criminalité, c'est la Convention de Budapest, mais on peut que reconnaître aujourd'hui que la Convention de Budapest n'est pas signée par suffisamment de nombre de personnes et que de toute façon ça offre des sanctuaires refuges aux nocifs. Mais c'est bien dans ces cadres-là, je pense que les nations doivent réguler, ça peut ne passer que par la loi, à des niveaux régionaux. Et que le bon niveau est bien, malgré toutes les difficultés, le niveau européen pour nous, c'est le seul qui soit à la fois assez large pour peser sur la scène internationale. Et quand on regarde un peu l'histoire du droit et de tout ce qui est fait depuis quasiment 2008-2009 à l'ONU, on ne peut que s'attrister devant l'échec en fait de toutes les négociations pour faire émerger un droit un petit peu spécifique pour le numérique, et même l'échec qui va plus loin puisque les nations n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur des guides de bonne conduite. C'est tout ce qui a amené d'ailleurs le président Macron à lancer l'appel de Paris en novembre 2018 en prenant acte de ces difficultés et en se disant pour réguler cet espace, pour rendre cet espace plus sûr, faisons appel à toutes les bonnes volontés. C'est ça l'objet de l'appel de Paris. De l'autre côté, en France, quand on regarde au niveau français, il faut arriver à relier les communautés entre elles, et c'est pour ça que l'initiative du campus cyber est intéressante, puisque au lieu d'avoir différents clusters à différents endroits de France, nous, le ministère des Armées, on a beaucoup poussé un cluster que l'on a mis en place avec la région Bretagne, pour arriver à faire venir autour de nous tout un écosystème, et c'était bénéfique, puisqu'aujourd'hui 10% des startups françaises sont à Rennes même, donc en Bretagne, ça fait beaucoup plus. Et l'autre endroit où il y a un écosystème de start-up, quasiment avec un nombre significatif, c'est Paris, c'est le pôle systématique, le plateau de Saclay, puis bien sûr le cœur de Paris, le 9e arrondissement, ou le 2e, là où il y a plein de start-up, où ça bouillonne, où le numérique français bouillonne. Mais voilà, donc arriver à se mettre, à chasser en meute, à se mettre ensemble, tout en étant ouvert et en pensant à ses clients. Moi, je vois aujourd'hui trop de sociétés qui sont championnes du monde dans leur précaré et qui n'arrivent pas à passer à l'échelle parce qu'on n'arrive pas à faire des offres packagées, typiquement une offre packagée pour une ville. Le pauvre RSSI d'une ville qui n'a pas forcément les équipes qu'il faut, il se retrouve face à 50 sociétés, difficile pour lui de se dire celle-là est meilleure que moi, puis de faire son architecture. Donc il y a un travail à faire, je pense, autour d'offres davantage packagées et les capacités des entreprises moyennes de spécialiser en cybersécurité, à la fois faire des partenariats avec les grandes ESN parce qu'elles les aideront à passer à l'échelle, et puis de l'autre côté à ouvrir leur capital pour devenir un peu plus grosses. Voilà, donc là aussi, ça peut marcher que par du partenariat, de l'association. Mais ma réponse est vraiment à géométrie variable.
Maintenant, au niveau de l'Europe, bien sûr, il faut qu'il y ait un partage sur le renseignement, ce qui est fait autour de l'ANSSI. Il y a des CERT européens qui se parlent entre elles, les agences discutent entre elles. Bien sûr, il faut aller plus vite. L'Union européenne, la DG Connect, il y a des endroits où ça se fait aussi. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que l'analyse de la menace, elle est analysée à travers des CERT. Et la mise en réseau de l'ensemble des CERT nationaux est quelque chose qui est intéressant. Moi, je vois que ça bouge aussi. Vous avez typiquement un CERT maritime qui vient de monter en puissance. Ce que l'on peut regretter, c'est que le domaine maritime, on voyait la taxe cybernétique monter avec un rapport d'ELISA qui était sorti dès 2013, n'a pas bougé quasiment de 2013 jusqu'à 2019 ou 2018. Et alors qu'il y a eu des attaques sur différents endroits, et il a fallu attendre 2 grandes attaques révélées pour qu'enfin ça bouge et que ce CERT maritime voit le jour. Voilà, donc si on est optimiste, ben on regarde tous ces signes. Si on est très pessimiste, on regarde toutes les attaques et les journaux, on voit des attaques dans tous les coins, on voit les fake news, on voit. Voilà, et je pense que les politiques, les associations, les catégories professionnelles, puis tout le monde arrivera à réguler ce nouvel espace. Parce qu'on en a besoin pour créer de la richesse, on a besoin pour échanger. Donc à un moment donné, on va retrouver un équilibre comme on l'a su le trouver dans les autres. Merci beaucoup Arnaud d'être venu aujourd'hui pour répondre à l'ensemble de nos questions. Au plaisir de pouvoir rééchanger avec vous lors de notre prochaine table ronde des experts qui aura lieu d'ailleurs sur notre chaîne Risk Intel le 8 janvier 2021. Merci.